à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous le Baobab. Bonjour Bertrand. Bonjour Yann. Tu as passé une bonne semaine? Absolument, fantastique et nous sommes très heureux de retrouver nos chers abonnés. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier qui va vraiment vous intéresser. Nous allons voyager au cœur de la souffrance des hommes, n'est-ce pas Bertrand? On va aller fouiller dans votre tête pour voir un peu ce qui s'y passe. Pourquoi? Parce qu'on a tellement l'habitude de parler de la souffrance des femmes, de la souffrance des enfants, qu'on oublie aussi que les hommes, ils vivent aussi de la souffrance, même s'ils ne l'expriment pas de la même façon que nous, les femmes. Déjà, les statistiques démontrent que ce sont les hommes qui se suicident le plus, mais que ce sont les femmes qui sont le plus diagnostiquées de dépression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes demandent plus d'aide que les hommes et surtout que la plupart des recherches sont faites sur un échantillon féminin. Ce qui veut dire que les critères qu'on utilise pour évaluer la détresse psychologique ou la souffrance sont pour la plupart du temps ceux qui correspondent le plus à une situation féminine. Donc, il peut arriver que lors d'une consultation, on puisse passer à côté d'un mal-être d'un patient masculin parce que voilà, on n'a pas utilisé les bons outils. Donc, je suis bien contente que Bertrand soit là aujourd'hui avec nous pour nous expliquer un peu ce qui se passe dans la tête des hommes. N'est-ce pas Bertrand? Dans le cadre des relations de couple, des relations amoureuses, peux-tu nous expliquer un peu comment vous les hommes, vous vivez la frustration, qu'est-ce qui vous blesse et comment est-ce que nous les femmes, on peut identifier votre souffrance? Parce que la plupart du temps, on se base un peu sur ce que nous, on aurait fait, mais on est toujours à côté de la plaque. Peux-tu nous en dire un peu plus? Merci Yann. Tout d'abord, comme vous les femmes, les hommes sont différents. Un homme, évidemment, ne ressemble pas forcément à un autre. On s'entend. Okay? Ça, c'est le point de départ, je tiens à le dire. Exactement. Maintenant, ce que je vais dire rejoint mes observations autour de moi et puis la société en général, évidemment, quelques lectures aussi. Tu as bien fait de mentionner, nous savons que les hommes et les femmes sont différents, on réagit émotionnellement de manière bien différente. C'est ça. Alors, ta question c'est comment nous réagissons face... Dans le cadre d'une relation de couple, voilà. Par exemple, nous, quand on souffre, on l'exprime, on crie, on pleure, mais souvent, vous ne dites rien. Vous êtes calme, vous sortez, vous ne revenez pas ou vous devenez muet. Alors, nous sommes un peu désemparés parce qu'on ne sait pas trop ce que vous ressentez. Tu as remarqué, Yann, que les femmes parlent davantage que les hommes, la plupart du temps. Ça, c'est bien. Alors, à partir de là, lorsqu'on est face à, disons, à une difficulté, lorsqu'on est face à un conflit dans le cadre d'une relation de couple, certains hommes auront tendance à se taire encore davantage, à parler encore moins. D'autres vont simplement se retirer dans leur chambre, vont quitter le domicile, vont aller passer du temps avec des amis, etc., etc. Dans des cas extrêmes, si la situation, si le malaise, le mal-être dans le couple persiste, perdure, cela pourrait entraîner certains hommes, pas tous bien entendu, quelques hommes, vers des comportements, on va dire, déviants ou dangereux, par exemple l'alcoolisme, pas l'alcool, mais l'alcoolisme, très important, vers les drogues, vers aussi une forme de violence physique. Oui. Ils vont se mettre à frapper, d'abord commencer par des gifles, et puis ce sera des coups de poing, des choses comme ça. Voilà. Alors voilà la plupart du temps comment la majorité des hommes vont exprimer leur souffrance affective ou psychologique. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que quand je vois la manière dont on nous a éduqués et qu'on continue même encore à éduquer les petites filles et les petits garçons, tu vois, quand une petite fille se blesse, elle tombe, elle commence à pleurer, tout le monde la console, on valide ses émotions, donc c'est normal. Mais quand c'est un petit garçon, en général, on lui dit c'est rien, ça va aller, arrête de pleurer, tu es un garçon, ne fais pas comme une fille. Donc très tôt déjà, on inculque dans la tête du petit garçon qu'il doit retenir ses émotions. Il y a un conditionnement social et culturel qui se fait
dès la plus petite enfance. Voilà. Et je suppose, tu me diras si je me trompe, que c'est ça en fait qui vous freine dans l'expression émotionnelle. Parce que moi, personnellement, j'ai rarement vu un homme pleurer. Et je me dis toujours, mais comment est-ce qu'ils font quand ils souffrent? Parce qu'en général, un homme qui est blessé, il exprime tout de la même manière, il se fâche. Oui. Donc, quel que soit ce que vous ressentez, la plupart du temps, c'est toujours la colère, c'est l'irritabilité, c'est l'agressivité. Alors, on pense que, oh, celui-là, il est fâché, il est vraiment très énervé contre moi, alors que souvent, il est blessé. Absolument. Il a mal et il ne sait pas comment il va exprimer ça. Alors, il exprime via la colère. Mais la colère, pour nous les femmes, ça n'exprime pas forcément une blessure. Ça peut exprimer le fait que je ne suis pas d'accord avec toi, tu ne respectes pas mes limites. Donc, la manière dont nous, on interprète vos réactions, en fait, est calquée sur comment nous-mêmes, on se serait comporté devant la situation. Comment toi, en fait, ou bien disons plutôt, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une femme qui est dans une relation de couple et qui vit un conflit avec son conjoint? Qu'est-ce que tu peux lui dire par rapport aux émotions des hommes? Tu l'as dit, Yann, nous exprimons nos émotions différemment. Nous avons parlé il y a un instant du conditionnement culturel et social. Oui. Ce conditionnement va faire que le petit garçon devenu adulte va très très rarement pleurer. Il va peut-être pleurer dans le cadre d'un décès, s'il perd un parent, mais rarement il va pleurer devant une difficulté de couple, tu vois. Voilà. Il va plutôt quitter le domicile, parfois un peu de violence dans certains cas, ou la drogue, ou même se plonger dans le travail. L'alcoolisme, ou le travail. Le travail qui est une sorte de fuite. Hein. C'est une façon de résoudre le problème sans le résoudre. Exact. De regarder ailleurs dans l'espoir que la douleur va s'amoindrir. Réduire la gravité du problème, réduire la taille du problème et dans certains cas aussi mettre de côté, au moins symboliquement, la source de notre souffrance. Dis-toi, Yann, que encore on revient à la culture, à la société. L'homme est censé être la personne qui apporte, hein, qui apporte à manger à la maison. Le pourvoyeur. Le pourvoyeur, voilà le mot que je cherchais. L'homme est censé être le pourvoyeur. C'est la vieille image, évidemment. Les femmes travaillent depuis très longtemps. Exactement. Et beaucoup de femmes gagnent d'ailleurs autant, voire sinon plus que leur mari. Mais dans l'inconscient collectif, et même chez beaucoup de femmes encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Je le vois autour de moi. Même chez beaucoup de femmes, même quand elles travaillent, pour elles, l'homme est le pourvoyeur, il reste le pourvoyeur principal, financièrement, matériellement. Et donc, pour l'homme, se plonger dans son travail, c'est en fait montrer qu'il est un homme. C'est montrer qu'il est capable de tenir son rôle d'homme, d'assumer ses responsabilités, autant pour moi, d'homme, de chef de famille, comme il a été enseigné qu'il devrait l'être, tu vois. Et donc, plonger dans le travail, c'est à la fois se réaliser, s'épanouir, mais c'est aussi mettre de côté toutes les difficultés, toute la douleur, toute la souffrance causée par X ou par Y dans la relation. Ah, je comprends bien. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les Noirs, déjà, ne vont jamais consulter de psychologue. Et surtout les hommes. Bon, je suis quand même assez bien placée pour dire que c'est faux. Même si les hommes consultent moins que les femmes, les hommes noirs aussi viennent voir le psychologue. Mais je te rassure qu'ils ne viennent pas spontanément. La plupart du temps, c'est peut-être le médecin qui a un peu mis la pression en disant non, j'identifie chez vous des signes ou des symptômes relatifs à la dépression, il faudra aller consulter la thérapeute à côté. Et souvent, ils sont méfiants, tu sais, parce que dans le rapport, il y a aussi le fait que je suis une femme. Tout à fait. Donc, ça leur remet encore face à cette diade-là où on a la mère en face, on a la femme en face. On doit être non, mais on ne peut pas lui montrer que quand même, hein, il faut qu'on gère la situation. Donc, quand ils arrivent, il y a toujours une petite barrière où ils viennent en termes de solutions. Ils disent, bon voilà, je suis là pour tel problème et j'aimerais trouver telle solution. Voici toutes les solutions que j'ai essayées, elles ne marchent pas, alors je ne comprends pas. Je vais te dire autre chose, Yann. Si le fond, c'est aussi parce que ils ont peur du regard, ils ont peur du jugement, ils se demandent comment
comment elle va prendre ça? Quelle image elle aura de moi? Exactement. Parce que la psychologue, dans ce cas, est un peu la doublure, hein, le double des femmes de sa vie. de la femme qui est peut-être, enfin, à ses yeux, du moins, au moins en partie, la source de son mal, tu vois. Ça peut être sa femme, sa mère, sa soeur, bref, la femme. La femme. Il y a beaucoup de projections, effectivement, parce que quand on va se rencontrer, chacun de nous projette toujours un peu sur l'autre. Hein. Mais l'avantage d'être professionnel, c'est qu'on est averti à ça. Donc, on prend quand même le temps de mettre la personne en confiance et de lui expliquer que notre rôle, on n'est pas là pour juger. On est là pour accompagner dans la réflexion, on est là pour orienter et pour proposer des solutions. Et c'est vraiment très agréable de travailler avec les hommes parce qu'une fois qu'ils sont en confiance et qu'ils comprennent qu'ils peuvent exprimer leur faiblesse sans être jugés, pardon, ça devient magnifique. Parce qu'à ce moment, ils se confient facilement, ils demandent de l'aide et ils essaient d'appliquer les solutions qu'on propose parce qu'ils se rendent compte que ça n'enlève absolument rien à leur statut d'homme. Je ne critique pas, je ne juge pas, j'essaie juste de proposer des solutions et je prends aussi évidemment en compte leur propre expérience. Tu vois, il faut beaucoup de tact en fait quand on travaille avec les hommes noirs parce qu'il y a ce problème-là qui parfois peut revenir dans la relation thérapeutique et il faut savoir comment se positionner. Et je vais te dire quelque chose d'autre. Entre hommes, hommes proches, amis, complices, je t'assure qu'on se dit des choses. Oui, et parfois, on peut se laisser pendant 1 minute, on peut se laisser aller à certaines émotions. Mais les hommes devant leurs épouses, jamais ne le feront. Pourquoi? Parce que, regarde, soyons honnêtes. Okay? Un homme qui le fait devant son épouse, quelle image son épouse, qui a grandi dans le même conditionnement que lui, quelle image elle aura désormais de lui? Elle risque de le qualifier, même si elle ne le dit peut-être pas là verbalement, mais de trouver qu'il est faible, de trouver qu'il n'est pas un homme, de trouver, de se dire, tiens, celui-là, je sais où la voir, je sais quel est son point faible, je sais où appuyer la prochaine fois. Oui, là tu touches maintenant ce qu'on peut appeler la peur, parce qu'à ce moment, l'homme n'est pas sûr que c'est ce qu'elle va penser, mais il a peur que justement en montrant sa vulnérabilité, parce qu'entendons-nous, être vulnérable ne veut pas dire qu'on est faible, mais il se dit qu'en montrant sa vulnérabilité, il va dire, oh là là, mais je ne savais pas que, voilà, il pouvait réagir comme ça. Donc ça veut dire que le travail à faire, ce n'est pas seulement au niveau des hommes, c'est aussi au niveau des femmes. Absolument. Enfin, ce n'est pas que vous qui devez faire un petit effort pour mieux exprimer vos émotions, mais c'est aussi les femmes qui vont un peu travailler sur leurs préjugés, sur leurs croyances, sur tout ce qu'on nous a appris en nous faisant croire que voilà, nous sommes les êtres faibles et que l'homme ne souffre pas. Et je tiens ici à souligner que je reconnais évidemment qu'il y a des hommes qui sont malveillants, hein, qui font du mal aux femmes volontairement, qui sont méchants. Ici, moi, je ne suis pas en train de parler de cela. On parle des relations de couple, c'est-à-dire quand il y a des conflits, il y a parfois beaucoup d'incompréhension, de mécompréhension parce que justement, les grilles de lecture que les femmes utilisent ne sont pas adaptées aux émotions des hommes. Et parfois, on a des réactions qui, au lieu d'aider nos conjoints, vont plutôt les enfoncer davantage. Pourtant, on croyait bien faire, mais finalement, on va plus, entre guillemets, les infantiliser et on sera surpris que le conflit va perdurer. Autre chose que je vais ajouter, on parle d'immigration également. Oui. L'immigration est une source énorme, importante de souffrance pour les hommes. Imagine Yann, quelqu'un qui était médecin, ingénieur, etc. dans son pays et qui arrive, que ce soit au Canada ou ailleurs, là, en Occident, qui ne peut pas se trouver un emploi décent, un emploi à la mesure de ses rêves, à la mesure de ses compétences, à la mesure de ses formations. Imagine, et ça arrive. Oui, et évidemment, le déclassement professionnel. Voilà, que pendant ce temps, comble de chance ou comble de malheur, selon les situations, son épouse, elle, infirmière, enseignante, trouve un emploi. Trouve un emploi tout à fait qualifié, professionnel, bien rémunéré. Et il y a ce renversement de situation, de rôle, de statut de l'homme qui perd complètement son statut social. À ses yeux, le pire, c'est peut-être la mort après ça pour lui. Parce que là, quasiment chez certains hommes, je peux te dire, je les côtoie, je discute avec eux, je les rencontre là, et je peux te dire qu'un homme qui était médecin, qui était ingénieur, etc., qui avait
10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience dans son pays, qui était chef de famille, qui était respecté au quartier, respecté au village, qui avait une identité sociale, tu comprends ce que je veux dire? Oui, qui arrive ici, qui devient symboliquement un petit enfant. Homme à la maison, c'est ça? Bon, homme à la maison, oui. Bah, il ne passe pas ses journées à la maison, mais je veux dire qu'il n'est plus le pourvoyeur, il n'est plus cette personne digne, cette personne respectable ou respectée, cette personne qui était le pilier de sa famille. Le pilier de la famille. Il y a la famille ici, mais il y a la famille également au pays. Bien sûr, bien sûr. Il y a des décès, il y a des événements, il y a des choses à gérer. Il y a la scolarité des neveux, etc. Nous savons très bien comment ça se passe. Alors, les messages WhatsApp, les coups de fil, comment va-t-il faire face à toutes ces exigences-là? C'est une dégringolade pour cet homme-là. Et si tu permets que je m'adresse à nos sœurs, à mes sœurs là maintenant. Chères sœurs, si vous êtes dans un tel couple qui connaît ou qui connaîtra ce renversement-là, voici ce que j'ai à vous dire. Restez l'épouse et laissez votre homme rester l'époux. Je crois que cette phrase signifie ce qu'elle signifie. Juste pour être sûr que j'ai compris. Quand tu dis rester l'épouse et laisser l'homme rester l'époux, ça veut dire qu'on doit laisser l'homme, en fait, continuer à être l'autorité. Je ne sais pas, je veux être sûre que tout le monde qui nous suit comprend bien. C'est quoi, en fait? Il ne faudrait pas que, parce que d'un point de vue financier, la situation a changé, que les rôles à la maison soient bouleversés, que le respect que l'épouse avait pour son homme, que ce respect s'évanouisse. Je comprends. Que, par exemple, des injures, même implicites, nous sommes assez intelligents évidemment pour comprendre l'implicite, oui, tout à fait. Que des sortes de manque de respect commencent à surgir à la maison. Qu'on trouve que l'homme ne sert plus à grand chose, que l'homme est paresseux, etc. Alors que le bon monsieur fait de son mieux, sort, cherche, essaye, mais fait face peut-être à la barrière de la langue, peut-être à d'autres obstacles, au code culturel. Ça prend du temps pour comprendre comment une société fonctionne. Ce n'est pas après 3 mois, après 6 mois qu'on comprend tous les rouages, hein, tous les méandres d'une société. Oui, tout à fait. Il faut prendre du temps pour s'adapter. Ça prend du temps. Et dans ce genre de situation, s'il y a un cadeau que vous, épouses, vous pouvez faire pour renforcer votre couple, c'est de continuer à aimer votre homme, de continuer à le respecter, de continuer à lui accorder la valeur qu'il a, indépendamment de sa nouvelle situation sociale, financière. Merci Bertrand, je suppose que tu éclaires beaucoup de choses en expliquant cela. Et ce que je pourrais dire aussi pour clôturer un peu cette vidéo, c'est que c'est important que vous les hommes aussi, vous appreniez à communiquer d'une manière qui puisse être décodée facilement par les hommes. Parfois, c'est pas faute d'essayer de comprendre, mais c'est parce qu'après avoir essayé et après avoir buté constamment face à un mutisme ou face à la porte qui se ferme parce que monsieur Soy préfère aller avec ses amis fuir la situation, à un moment donné, ça devient aussi très frustrant pour la femme. Et là, on a face à 2 personnes frustrées qui sont tout le temps en train de se faire mal. Donc, je pense que les hommes aujourd'hui, ça ne leur enlèverait rien. Je sais qu'il y a l'ego, ce n'est pas facile de dire que j'ai besoin d'aide et que je n'y arrive pas. Mais ce n'est pas parce qu'on le fait qu'on est moins homme, tu vois. Donc, il y a aussi un travail de déconstruction qui doit se faire du côté des hommes. Et nous, les femmes aussi, comme tu viens de le dire, on doit faire un effort face à certaines situations, d'avoir un comportement quand même acceptable et correct. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire. Un dernier secret. Face au mutisme de votre homme, une chose à faire, n'insistez pas. Laissez-le, laissez la poussière retomber, comme on dit, il reviendra. Ne le poussez pas à parler absolument. N'essayez pas de faire en sorte qu'il vous dise ce qui ne va pas et vous insistez, vous insistez, vous insistez de questions. Vous allez simplement le rebuter davantage, le faire fuir davantage, faire empirer la situation. Laissez-le, ne dites plus rien. Si après 2-3 questions, il ne répond pas, laissez faire.
il reviendra. Donc, quand il sera prêt, monsieur sortira de sa caverne. Voilà. Ok. Cette discussion a été si passionnée que nous avons oublié de dire à nos chers abonnés, aux chers téléspectateurs, téléspectatrices, d'appuyer sur le j'aime, de partager évidemment la vidéo et d'autres vidéos et de s'abonner pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Et n'oubliez pas de répondre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez du contenu, si vous avez des idées, des suggestions, même si vous avez des avis différents, c'est toujours enrichissant. Donc, nous sommes à l'écoute et nous vous disons à très bientôt pour d'autres sujets très croustillants. Donc voilà, bye bye. Au revoir.